Alors, imaginez la scène. On est en 793, une petite île au nord de l'Angleterre. Lindisfarne. Un prieuré super paisible. C'est l'un des lieux les plus sacrés du monde chrétien. Vraiment un centre névralgique à l'époque. Et là, soudain, à l'horizon, des bateaux. Des formes étranges, rapides, avec des têtes de dragons. Des dracars. Exactement. Et avant que quiconque comprenne ce qui se passe, ils sont sur la plage. Les portes du monastère sont défoncées, les moines massacrés. En quelques heures, c'est un carnage. Et cet événement, qui sort de nulle part, c'est un choc. Une véritable onde de choc qui traverse toute l'Europe. C'est le début de ce qu'on va appeler l'âge des Vikings. Et cette onde de choc, c'est vraiment la clé. L'Europe se sentait en sécurité. Et si un lieu aussi symbolique que Lindisfarne peut être anéanti comme ça, si brutalement, Ça veut dire que personne, nulle part, n'est à l'abri. C'est cette terreur qui va vraiment définir les 3 siècles suivants. c'est un point de départ fascinant. Et justement, notre discussion aujourd'hui, elle se base sur le livre Les loups de mer, une histoire des Vikings, qui cherche à aller au-delà de cette image du pillard sanguinaire. On va essayer de comprendre qui ils étaient. D'ailleurs, le mot viking, ça vient d'où exactement? Alors, ça viendrait du vieux norrois, probablement du mot Vik, qui était un district en Norvège. Au début, ça désignait juste les gens de cette région. D'accord. Et puis le terme a évolué pour finir par désigner tous ces guerriers, ces navigateurs qui partaient de Scandinavie. Et il faut imaginer leur monde, hein. Des terres rudes, froides, peu de terres cultivables. Une vie difficile. Très. Et une culture qui valorise la force. Mais leur vrai super-pouvoir, c'est une avancée technologique. Le Drakkar. C'est ce navire qui a tout rendu possible. D'accord, donc on a une technologie de pointe et un peuple prêt à tout pour s'en sortir. La question, c'est comment est-ce qu'un groupe finalement assez petit a pu mettre l'Europe à genoux? On a l'impression qu'ils ont attaqué partout en même temps. C'est un peu ça. Prenons le Sud, face à l'empire le plus puissant de l'époque, celui des Francs. L'empire de Charlemagne. Il y a une anecdote qui en dit long. Charlemagne lui-même, à la fin de sa vie, aurait vu des navires vikings. Et on raconte qu'il s'est mis à pleurer. De peur. Non, pas pour lui. Mais parce qu'il anticipait toute la souffrance que ces hommes allaient infliger à son peuple, à son empire. Il a passé ses dernières années à fortifier les côtes. Mais il savait. Ils savaient que ça ne suffirait pas. Exactement. Et après sa mort, l'empire se divise, s'affaiblit et devient une cible parfaite. Les Vikings deviennent plus audacieux. Ils ne font plus que des petits raids côtiers. Ils remontent les fleuves. Oui, ils construisent des bases fortifiées en plein territoire franc. Et c'est là qu'a apparu un chef légendaire, Ragnar Lodbrok. Ragnar. Lui, il incarne cette nouvelle ambition. Totalement. Et en 845, il vise le jackpot, Paris. À l'époque, Paris, c'est une île sur la Seine, riche, pleine de trésors, mais mal défendue. La proie idéale. Parfaite. Il remonte le fleuve, prend la ville, la pille. Le roi des Francs, Charles le Chauve, est complètement dépassé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se bat? Il n'en a pas vraiment les moyens, alors il fait un truc qui va créer un précédent catastrophique. Il paye. Pardon? Il paye. Il offre à Ragnar une rançon de 6000 livres d'or et d'argent pour qu'il s'en aille. Mais attends, c'est une invitation illicite. C'est comme mettre un panneau distributeur de billets gratuit sur toute la France. C'est exactement ça. Le problème n'est pas résolu, il est amplifié. L'argent attire encore plus de Vikings. Mais pendant que ces Danois se focalisaient sur les Francs, d'autres avaient les yeux tournés ailleurs. Ah oui, ce n'était pas un mouvement unifié. Pas du tout. Au même moment, les Norvégiens, eux, y visaient l'Ouest, l'Irlande. Et l'Irlande, à ce moment-là, c'est un âge d'or, non? Riche, cultivé. Oui, une île couverte de monastères savants et opulents. L'arrivée des Norvégiens est d'une violence inouïe. Un de leurs chefs, Thorgils, est même surnommé le Diable, tellement il est brutal. Mais là encore, on voit qu'il ne s'agit pas que de détruire. En 841, ce même Thorgils fonde un camp fortifié qui va devenir Double. Treblinka. C'est fou d'y penser. Ils bâtissent ce qui va devenir le plus grand port de commerce du monde viking, tout en continuant de piller le reste de l'île. Et après, l'Irlande. Il se tourne vers le voisin, encore plus riche, l'Angleterre. Et là, l'invasion de l'Angleterre, c'est un véritable feuilleton en 3 actes. Raconte. Acte 1, 865. Une force d'invasion massive que les chroniques appellent la Grande Armée païenne débarque. En quelques années, il conquiert 3 des 4 royaumes anglais. 3 sur 4. Il n'en reste qu'un seul debout, le Wessex,
au sud. Tout semble perdu. Comment un petit royaume comme le Wessex a pu résister à cette armée qui avait tout balayé? C'était impossible en bataille rangée. Et c'est là qu'intervient le roi du Wessex, Alfred, le futur Alfred le Grand. Il comprend qu'il ne peut pas les affronter de front. Alors il change de tactique. Guérilla. Il harcèle leurs lignes de ravitaillement, mène des raids d'éclairs, les épuise. Une guerre d'usure. C'est ça. Et s'accumule en 878 à la bataille d'Eddington. Alfred a réussi à rallier des forces, il lance une attaque surprise et c'est une victoire totale. L'avancée viking est stoppée net, le Wessex est sauvé. Et le troisième acte, c'est la fin. Pas tout à fait. Il arrive bien plus tard, au début du XIe siècle, une nouvelle vague d'invasion. Et cette fois, ils réussissent. En 1013, le roi danois Knut le Grand est couronné roi de toute l'Angleterre. Incroyable. Et pendant tout ce temps, il y a aussi les Suédois. Eux, ils ne restent pas les bras croisés, j'imagine. Non, ils ont leur propre terrain d'expansion. Et l'Est, ils traversent la Baltique, remontent les grands fleuves de ce qui est aujourd'hui la Russie, on les appelle les Russes. Les Russes, d'où vient le mot Russie? Précisément. En 862, un de leurs chefs, Rurik, prend Kiev. Il est considéré comme le père fondateur de la Russie. Mais leur véritable objectif, leur rêve, il est encore plus au sud. Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. La ville la plus riche, la mieux défendue du monde. La ville d'or, protégée par une triple muraille légendaire, imprenable en théorie. Mais ils tentent quand même. Ah oui, ils rassemblent une flotte de 200 navires et ils choisissent le moment parfait. L'empereur byzantin et son armée sont en campagne, à des centaines de kilomètres. La ville est quasi sans défense. C'est la panique totale à Constantinople. Ils sont à deux doigts de réussir. Ils sont finalement repoussés, mais même si c'est un échec militaire, c'est une victoire stratégique. Comment ça? Les Russes comprennent qu'ils ne prendront jamais la ville par la force. Et les Byzantins, eux, réalisent qu'une nouvelle puissance redoutable est à leur porte. Du coup, Ils négocient. exactement. Les Russes n'obtiennent pas la ville, mais ils repartent avec des traités commerciaux extraordinairement favorables. Et une autre opportunité, servir comme mercenaires pour l'Empire. Ce deal à Constantinople, ça montre qu'ils n'étaient pas juste des barbares qui ne pensaient qu'à piller, ça ressemble plus à un calcul très pragmatique. Bien plus. Cette image du pillard, elle est très très incomplète. C'était aussi des explorateurs, des colons et des commerçants d'une envergure stupéfiante. L'exploration, par exemple. Depuis la Norvège, ils naviguent toujours plus à l'ouest, vers l'inconnu. Et ils découvrent l'Islande par accident. L'Islande, une île volcanique, de la glace partout, ce n'est pas vraiment une destination de rêve. Non, mais c'est une terre vide. Et ce qui est remarquable, c'est la société qu'ils y créent. C'est une sorte de république, sans roi, basée sur l'égalité. La règle était simple, ceux qui ne travaillent pas meurent de faim. Et ça fonctionne? Tellement bien qu'en une génération, l'île est surpeuplée. Alors, ils continuent, ils découvrent et colonisent le Groenland, une terre encore plus hostile. Et de là? L'Amérique. De là, ils atteignent l'Amérique du Nord, oui. Ouais. 500 ans avant Christophe Colomb. Mais ils n'y restent pas. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'Islande, la terre n'est pas vide. Ils entrent en conflit avec les peuples autochtones et leur pragmatisme l'emporte. Ils réalisent que le coût pour maintenir une colonie si lointaine est trop élevé. Alors ils abandonnent. Ce pragmatisme, on le retrouve aussi dans leur commerce, j'imagine. Jusqu'où allait leur réseau? C'était immense. De l'Amérique du Nord à l'Asie centrale, on a retrouvé des pièces de monnaie arabes en Suède. Ils vendaient des peaux de renard à Rome, des fourrures au franc. La ville de York en Angleterre devient une plaque tournante internationale. Quel impact ça a eu sur l'économie? Pour l'Europe du Nord, c'est une révolution. L'injection massive d'argent, notamment le dirham d'argent du monde islamique, a fait passer la Scandinavie d'une économie de troc à une économie monétaire. Ils ont transformé des systèmes économiques entiers. Et il y a cette troisième facette, celle de mercenaires. Ça nous ramène à Byzance. Oui, après l'attaque ratée, les empereurs byzantins, très impressionnés, se sont dit « Plutôt que de les avoir comme ennemis, pourquoi ne pas les embaucher ?» Pour un jeune viking, c'était une carrière de rêve. Bien payé, prestigieux. Exactement. L'exemple le plus célèbre, c'est l'empereur Basile II, en 988. Il fait face à une révolte, il est sur le point d'être renversé. En désespoir de cause, il appelle le prince de Kiev, qui lui envoie 6000 guerriers russes. Et ça marche? Ils écrasent la rébellion en une seule bataille. Ils sauvent le trône de Basile.
Du coup, Basile, reconnaissant et méfiant envers sa propre noblesse, il en fait sa garde personnelle. C'est la naissance de la garde Vareg? La légendaire garde Vareg. Une unité d'élite quasi exclusivement scandinave. On les appelait les hommes du serment. Leur loyauté était absolue. Une tradition transmise de père en fils. Le parcours est dingue. On passe du pillard qui brûle une église en Angleterre au garde du corps de l'homme le plus puissant du monde. Mais comment ils ont réussi tout ça? Ça doit revenir à leur navire. Absolument. La clé de toute l'ère viking, c'est le drakkar. C'est un pur chef-d'œuvre. Il est léger, flexible, Construit en bois vert, c'est ça? oui, ce qui lui permet d'encaisser les vagues de l'Atlantique, mais il a deux avantages révolutionnaires. Le premier, son faible tirant d'eau. Il peut naviguer dans moins d'1 mètre d'eau. Donc il peut remonter très loin dans les fleuves. Très loin. Là où personne ne s'attend à voir débarquer une flotte. Et le deuxième avantage, c'est la vitesse. Ah, la vitesse. Une vitesse ahurissante. On les surnommait les coursiers des vagues. Pour donner un ordre d'idée, une flotte viking pouvait parcourir près de 80 km par jour sur un fleuve. 80 km par jour. Oui, à la même époque, une armée de terre, même sur les meilleures routes, peinait à faire 20 ou 25 km par jour. Un temps, c'est plus de 3 fois plus rapide. Ça change absolument tout. Ça veut dire qu'une armée n'a même pas le temps de se rassembler, que les Vikings ont déjà frappé et ils sont repartis. C'est exactement ça. Cet avantage était absolu. Et cette pression constante a eu un effet paradoxal. Il y a un concept qu'on appelle l'effet poisson-chat. L'effet poisson-chat. Si vous mettez un poisson-chat, un prédateur, dans un bassin de sardines, les sardines, pour survivre, deviennent plus rapides, plus fortes. Les Vikings ont été le poisson-chat de l'Europe. J'adore cette analogie. Ils ont forcé leurs victimes à devenir meilleures. En quelque sorte, oui. La menace a forcé les royaux à innover. En Francie, Charles le Chauve a fini par faire construire des ponts fortifiés. En Angleterre, Alfred a dû inventer de nouvelles stratégies militaires. À Byzance, l'Empire les a intégrés pour renforcer sa propre armée. La menace a forcé l'adaptation. Et le dernier élément, si je comprends bien, c'est leur propre capacité d'adaptation, ce fameux pragmatisme. C'est peut-être leur trait le plus important. On attribue une parole au dieu Odin qui dit « Aucun fardeau n'est plus utile à porter sur la route qu'un bon sens commun ». Les Vikings étaient les maîtres de ce bon sens. Ils n'étaient pas dogmatiques. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'en Normandie, ces guerriers se transforment en parfaits chevaliers féodaux. En Irlande, ils fondent des cités-États. Beaucoup de chefs se convertissent au christianisme, moins parfois que par calcul politique. Pour légitimer leur pouvoir. Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Ils ne font pas qu'exporter leur culture, ils importent ce qu'ils apprennent au sud et dans l'Europe. La monnaie, de nouvelles techniques agricoles. Ils utilisent ça pour transformer la Scandinavie elle-même. Donc, pour résumer, l'image du barbare stupide est... Complètement fausse. On a affaire à des explorateurs qui ont marché sur 3 continents, des commerçants qui ont bâti des réseaux reliant l'Arctique à Bagdad. Des innovateurs techniques et des catalyseurs qui ont obligé l'Europe à se réinventer. Absolument. Et leur héritage est partout aujourd'hui, souvent là où on ne l'attend pas. Ah oui, Les noms de certains jours de la semaine en anglais, comme Thursday, le jour de Thor, et même une technologie qu'on utilise tous les jours, le Bluetooth, le Bluetooth. elle est nommée en l'honneur d'un roi viking, Harald à la dent bleue, qui était célèbre pour avoir unifié les tribus danoises, tout comme la technologie est censée unifier nos appareils. C'est une belle image. La prochaine fois que je connecterai mes écouteurs, je penserai à un roi viking. Ça nous laisse avec une dernière pensée. Cette citation d'Odin sur le bon sens. C'est peut-être la clé de tout. Sans doute. Comment ce pragmatisme absolu a-t-il pu permettre à un peuple si connu pour sa violence d'être en même temps un constructeur si efficace de société, de réseau et de son propre héritage? C'est une invitation peut-être à réfléchir aux liens étranges qui existent parfois entre la destruction et la création dans le grand récit de l'histoire.